micro. Bonjour à tous. Alors à nouveau cet exercice de parler sur deux plans. Pour les gens qui sont là en visioconférence, on a du monde aussi dans la salle. Ça expliquera nos regards un peu perdus parfois. Voilà. Bonjour Jean-Louis Feix. Donc bon, merci Xavier d'avoir présenté Dr Feix. Quelques mots pour vous dire que vous représentez l'idée que je me fais de ce que vous allez nous dire et de votre carrière, l'épistémologue, en tout cas celui qui fait l'effort d'épistémologie, tel que je me le figurais quand je me suis posé au début la question de l'épistémologie, et probablement tel que je me la pose encore aujourd'hui. Alors évidemment, on a besoin des efforts de l'épistémologie descriptive, qui s'approche pour moi, mais qui suis encore un peu béotien sur ces questions, de l'histoire des sciences, et on en a eu ici des gens qui venaient nous entretenir de ce que l'on fait en psychiatrie, comment on le fait, et pourquoi on le fait comme on le fait. C'était évidemment absolument nécessaire, on continuera à entendre des gens parler de ces choses-là, mais j'ai pas l'impression que ce soit tellement cette manière-là, de cette manière-là que vous abordez la question épistémologique en psychiatrie. D'abord avec votre travail sur Jacques Scott et son projet dont a un peu parlé Xavier, incroyablement ambitieux d'anthropopsychiatrie, et votre sujet du soir, tel que je l'ai entrevu dans l'argument que nous avons reçu. On voit que vous êtes de ceux qui proposent une épistémologie, qui propose de circonscrire un lieu dans le monde des idées pour notre discipline. Et il se trouve que je suis curieux de visiter ce lieu, parce qu'il ne m'est pas tout à fait inconnu. Alors, je reste dans le projet initial, pour ceux qui s'en souviennent. En tout cas, une petite partie du projet initial, c'était de m'utiliser comme un objet d'étude, m'envisager dans ma double spécificité à moi, psychiatre de secteur, d'un côté, et déstabilisé par la question contemporaine du savoir psychiatrique. Je continue donc à vous parler de moi, disons plutôt depuis moi, supposant que mon cas a, par tout ce qu'il a de commun avec celui des autres, un intérêt. J'ai le souvenir précis du moment où mon intérêt pour la question épistémologique est né. Il se trouve qu'il s'agit d'un moment très générique, puisqu'il concerne tous les futurs psychiatres. J'étais interne dans un centre de crise, déjà, et j'y faisais face à un jeune homme suicidaire et étudiant en médecine. Peut-être me fallait-il cet effet de miroir pour que mon erreur soit aussi énorme, aussi manifeste, aussi caricaturale. J'ai tenté de me soigner. J'ai proposé à ce jeune homme, patient désespéré, d'aller se réfugier chez sa mère, de lui demander de bien vouloir lui préparer un poulet rôti, et de se laisser aimer par elle, et plus généralement par tous les siens, forcément nombreux et forcément bienveillants. Vous remarquerez que le psychiatre débutant que j'étais alors n'a pas commis toutes les erreurs. Je ne lui ai pas sauté dessus pour lui enfiler un pyjama en papier, métonymie du traitement médical de la crise suicidaire. J'avais tout de même vaguement à l'idée que d'être quelqu'un en face de quelqu'un avait un intérêt, moi en face de lui en l'occurrence, et se parler. Mais pour se dire quoi, voilà une question à laquelle ma formation d'interne en psychiatrie ne me permettait pas même d'approcher une réponse. M'observant nager dans ce que je nommerai plus tard le registre imaginaire, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, que je n'avais aucune chance d'attraper quoi que ce soit de l'histoire de mon patient. Et pourtant, loin de moi était l'idée de me réfugier à nouveau dans ma tour d'ivoire médicale pour constater ses symptômes et les traiter comme on traite une angine de poitrine. Coincé donc, mais excité, comme une puce, par cette nouvelle question, je me suis tourné vers mon chef d'alors, non pas pour la lui poser, mais pour lui demander de m'accompagner au prochain entretien qui, je n'en doutais pas, serait édifiant. Il a refusé de venir avec moi, au motif que c'était simple. Il suffisait de dire « Ah, alors comme ça, vous avez envie de mourir. » Mais c'est très grave, ça. Et paf, interdiction des visites, de la lecture, de la télévision, une perfusion avec du sérum physiologique dedans, et tu verras si dans 2 jours, il dit encore qu'il a envie de mourir. Moi, ça m'a fait évoquer le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans Un air de famille, où Catherine Fro dit à sa belle-sœur « Tu sais pas ce qui m'a fait le dernier la semaine dernière? Une angine. »
le symptôme envisagé comme un problème du soignant, dont l'office de celui-ci serait de le faire disparaître. Toutes les questions que vous pouvez imaginer se soulever dans un esprit dans cette situation se sont soulevées en même temps, produisant une inévitable stupeur. Pêle-mêle, qu'est-ce qu'un symptôme? Quel est le rôle d'un soignant face à un symptôme? Qu'attend un patient dont on envisage le symptôme? Guérit-on? Le soin trouve-t-il sa définition du côté du soignant ou du soigné? Et surtout, pour ce qui nous intéresse ce soir et peut-être aussi depuis le début du séminaire, peut-on être médecin et entendre le symptôme comme l'entend le psychanalyste? Cela prend aujourd'hui la forme d'une question à peu près claire, et ce n'est que partiellement honnête. En réalité, c'est quand j'ai approché, dans les jours ou les semaines qui ont suivi, c'était assez contemporain en réalité, c'est pour ça que j'en ai un souvenir assez qui s'est fixé, la question des 4 discours de Jacques Lacan, qu'elle a pris forme. J'ai compris qu'on me demandait l'impossible, ou bien qu'on finirait par me demander de ne plus me soucier de l'histoire du sujet, pour ce qu'elle confère comme statut au symptôme incompatible avec le sort qui lui est réservé dans le mouvement que nous connaissons de réduction de la psychiatrie à des données objectives. Comment envisager la psychiatrie unifiée, comment penser même qu'elle existe, quand on attend d'elle qu'elle puisse faire tout et son contraire, penser tout et son contraire, penser que le symptôme appartient au médecin, penser que le symptôme appartient au sujet. Si j'ai été suffisamment bien entouré pour ne pas boucher tout de suite ce trou, ne pas combler immédiatement ce vide qui concernait pourtant le centre de ma pratique, l'essentiel pour ainsi dire, j'ai vu nombre de mes collègues, eux aussi jeunes internes, éviter la question en se réfugiant dans des compréhensions objectivistes, expliquant tout ou ayant l'explication pour projet. Là encore, ma lecture de Lacan et du séminaire 3, pour être précis, engageant à ne pas comprendre, m'a terriblement soulagé. C'est donc avec assez de plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui, que je vous accueille aujourd'hui aussi, renouant avec ma brève histoire lacanienne et avec la sensation que vous contribuerez à apaiser l'angoisse des plus jeunes d'entre nous et des autres, en disant comme ce symptôme dont ils doivent dire ce qu'il est et où il se range est d'une nature bien étrange en vérité, et qu'on n'en fait pas le tour, à moins peut-être que vous nous y aidiez avec la ronde des discours que vous évoquez dans votre alléchant argument. Voilà, je vais vous laisser la parole, et Clément Fromentin vous interrogera dans un second temps. Voilà, merci beaucoup, merci en tout cas pour la présentation, l'introduction et pour l'invitation, ça m'a permis de vous goûter au plaisir de traverser les frontières. Et donc effectivement, ce livre-ci part vraiment de questions très cliniques, en ce sens que comme clinicien, je m'occupe d'un service d'hospitalisation sous contrainte. Alors je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas en Belgique, ils sont tous regroupés dans un service avec des mesures de sécurité un petit peu spécifiques. Et donc, cette question, naturellement, du délire, on y est confronté quotidiennement et en permanence. Voilà, désolé pour les petits problèmes techniques. Mais donc, ce que je disais, que c'est la question du délire, naturellement, est tout à fait centrale dans ma clinique, et donc la clinique de beaucoup de cliniciens, de psychiatres et de personnes qui s'occupent de la santé mentale. Et effectivement, j'asperge dès 1913, et son livre sur la psychopathologie générale a dit que de tout temps, le délire était considéré comme un phénomène fondamental de la folie, et que ce qui est délire, c'est en effet une question fondamentale de la psychopathologie. Et effectivement, cette question du délire, elle est naturellement très importante, que ce soit pour le diagnostic, pour le pronostic, pour le processus thérapeutique et pour la médication que l'on propose. Malgré ça, de tout temps, définir le délire a été très compliqué. Si j'ai repris quelques citations, entre autres de Falleret, qui déjà en 1839 disait « Il en est du délire comme de la lumière, il est souvent plus aisé de le reconnaître que de le définir ». Et alors plus récemment, dans la très influente revue Philosophie, Psychiatrie et Psychologie, un article de David en 1999 disait que malgré la façade des manuels psychiatriques, il n'y a pas de définition acceptable et acceptée du délire. Donc on voit que cette question de la définition du délire, elle reste naturellement présente. Et juste un petit cas clinique, mais voilà, qui avait fait beaucoup de débats, en tout cas dans mon service, c'était un patient qui s'était mutilé et qui expliquait ses mutilations par un souci de pénitence. Voilà, il estimait qu'il avait regardé trop de films porno, et en se référant à l'évangile selon Matthieu,
mais il avait dit qu'il avait fait pénitence, qu'il avait été un déviant sexuel toute sa vie et que pour se punir, il s'était mutilé. Et donc ça avait fait vraiment question, et on voyait bien aussi les sensibilités différentes des psychiatres laïcs trouvaient qu'il était vraiment délirant, qu'il avait tout à fait des raisons de maintenir l'hospitalisation, et des gens qui avaient une culture un peu plus catholique disaient que le sacrement de pénitence, les péchés capitaux, l'application de la pénitence et réparer le mal par ses actes, ça faisait vraiment partie de la culture catholique, et qu'en soi, il n'y avait pas de raison de considérer ce type de propos comme délirant. Enfin, voilà. Juste un exemple pour dire à quel point il est parfois compliqué de bien préciser si les choses qu'on entend sont de l'ordre du délire ou pas. Alors, à travers toute l'histoire, on ne va pas naturellement reprendre toute l'histoire de la psychiatrie, mais il est clair que la définition médicale du délire a souvent été la suivante, c'était une erreur par rapport à une réalité commune partagée par tous, que la présence ou l'absence de la capacité à l'épreuve de la réalité est le critère de démarcation entre folie et non-folie, entre psychose et non-psychose, ou pour les psychanalystes qui réfléchissent en termes de structure, entre psychose et névrose. Donc, pour poser le diagnostic différentiel, il suffit souvent de répondre à une question, est-ce qu'il y a un déficit de réalité? Sont psychotiques ceux qui échouent à distinguer adéquatement entre le réel et l'imaginaire, du fait qu'ils traitent le monde imaginaire comme réel. Donc la notion, le concept de réalité est vraiment déterminant pour définir ce que c'est le délire. Alors, c'est un concept naturellement qui est très difficile en soi de définir, la réalité. J'ai récemment écrit un article aussi sur tout ce qui était transidentité et délire, parce que la question de la transidentité des transgenres montre bien naturellement la difficulté qu'il y a de fonder le délire sur ce qui serait une réalité sensible au sens. Le DSM, globalement, reprend un peu la même idée. L'idée délirante est une croyance personnelle erronée, fondée sur une induction incorrecte concernant la réalité extérieure. À noter quand même que dans le DSM-5, ça a un petit peu influencé, puisque là, les délusions sont des fixed beliefs, c'est-à-dire des croyances figées, qu'on ne peut pas changer, même avec l'évidence de quelque chose de contradictoire. Et donc on est passé à des croyances qui sont figées, et c'est quand même une nuance assez importante pour mon propos. Au fil du temps, on a développé d'autres critères pour définir les délires, entre autres la forme. On distinguait les délires monothématiques ou circonscrits aux délires polythématiques ou élaborés. Mais d'une manière générale, c'est quand même toujours le type d'énoncé, les propos qui ont permis de classifier les délires. Et donc toute la classification des délires, qu'ils soient paranoïaques, passionnels, ou les délires d'interprétation, les délires sensitifs de Kretschmer, tout ça sont quand même des classifications qui se basent sur l'énoncé même du délire, sur le type de propos même du délire. Beaucoup d'auteurs ont très vite souligné que définir le délire par rapport à la réalité était tout à fait insuffisant, et entre autres Freud, dans un article célèbre, La perte de réalité dans la névrose et la psychose, rappelle que chaque névrosé perturbe d'une certaine façon sa relation à la réalité, et qu'à la limite il peut y avoir une fuite totale de la réalité, comme c'est le cas dans certaines névroses phobiques et obsessionnelles graves. Donc Freud déjà montrait que le critère de réalité était insuffisant notamment pour déterminer, ou pour distinguer en tout cas la névrose de la psychose. Et du coup, plusieurs auteurs vont rajouter d'autres critères à simplement cette idée d'une croyance erronée. On a beaucoup parlé aussi de l'anosognosie, de la perte de conscience morbide comme étant un critère qui serait tout à fait spécifique des troubles psychotiques. Et plus récemment, aux États-Unis, le professeur Holtmans a essayé de redéfinir un petit peu quels pourraient être les différents critères d'un délire,
en partant de l'idée que la certitude et l'anosognosie ne suffisaient pas à définir le délire, mais qu'il était impératif d'identifier d'autres critères. Et donc, Oltmans définit toute une série de critères que vous voyez ici. On ne va pas les reprendre on ne va pas tous les reprendre, mais ce qui est important, c'est que la conviction était maintenue avec détermination. Ça, c'est quelque chose qui revient chez beaucoup d'auteurs. Que la conviction reprend une référence personnelle plutôt qu'une idée religieuse, scientifique ou politique, et qu'elle entraîne une souffrance subjective. Et le dernier point est important aussi, la personne ne rapporte pas d'effort subjectif pour offrir une résistance à sa conviction. Ce qui est le grand critère qui permettrait de différencier la psychose des troubles obsessionnels. Puisque voilà, chez les personnes qui souffrent de troubles obsessionnels, mais il y a quand même toujours une espèce d'effort de résister à des pensées qui seraient envahissantes. Alors, une autre objection à la définition classique du délire, c'est la question de savoir si le délire est-il vraiment une croyance. Et là aussi, beaucoup d'auteurs soulignent à quel point il y a un décalage parfois entre la croyance délirante et l'attitude du patient. Roy et Empereur s'occupent en grande partie à des travaux tout à fait banaux, pourtant qu'ils ont encore l'énergie d'avoir une activité. Jaspers aussi dit que l'attitude du patient vis-à-vis de ses délires est à l'occasion bizarrement inconséquente. C'est vrai que parfois on a des patients qui se disent qu'ils sont le fils du roi ou qui se prennent pour le prophète, mais qui participent aux activités les plus banales du service, telles que faire la vaisselle et des choses comme ça. Donc il y a parfois un grand décalage entre les propos tenus dans le délire et quand même l'acceptation de faire toute une série d'attitudes qui ne sont pas du tout congruentes avec le contenu du délire. Un article qui avait fait aussi beaucoup parler de lui à une certaine époque et qui a été fort repris dans toute la littérature anglaise, c'est cet article de Berrios qui défendait que les délires n'étaient pas une fausse croyance parce que ce n'était pas une croyance. Que la définition d'une croyance veut qu'elle soit logique, et que la croyance veut aussi qu'il y ait des intentions, qu'elles soient soutenues par des intentions qui sont en cohérence avec cette croyance, et que donc les délires étaient plutôt un empty speech act, donc un acte de parole vide, sans logique, et sans qu'il y ait une intention d'acte, et que donc il ne fallait pas la définir du côté de la croyance. Voilà, donc un acte de parole vide sans portée intentionnelle et sans signification. Pour tout ça, je vous renvoie au livre tout à fait passionnant de Louis Sas, édité chez Itac, Les paradoxes du délire, qui reprend tous ces paradoxes qu'il y a entre le contenu du délire et parfois l'attitude ou le comportement du patient. Bref, tout ça, la conclusion, tout ça est sans doute qu'il n'est pas possible de distinguer qualitativement le délire d'autres croyances, telles que la superstition, telles que une jalousie excessive, telles que les croyances religieuses, et c'est ce que disait déjà Achille Fauville en 1869, mais qui est repris dans un article très récent qui va être publié bientôt dans le Lancet Psychiatrie, qui dit que l'idée que le délire se rapproche fortement de beaucoup de croyances et d'attitudes ordinaires est devenue une affirmation qui domine la recherche contemporaine. Et donc, de plus en plus, que ce soit pour les pathologies, mais aussi pour la question du délire, la conception dominante est quand même une conception dimensionnelle de la croyance et des pathologies. Et donc cet article-là montre bien que, en tout cas aux États-Unis, de plus en plus, on rapproche les idées délirantes de croyances communes. Et qu'on ne distingue plus qualitativement une différence, en tout cas, entre des croyances dites délirantes ou d'autres. Alors, en Belgique, il y a un petit peu un renouveau de la pensée de la psychiatrie phénoménologique. Et donc, effectivement, c'est l'article qui va paraître, c'est
un professeur en psychologie, Jasper Feyers, qui défend un petit peu tout ce que je viens de dire, à savoir l'impossibilité de définir le délire et le fait que le délire se rapprocherait de pensées beaucoup plus communes. Maintenant, là, il reprend aussi fort les thèses de Jaspers, et donc je vais vite vous traduire ça. Il dit qu'il y a une évidence pour une forte revendication de la continuité phénoménologique entre les délires cliniques et les expériences ordinaires, hein, c'est ce que je viens de vous dire, mais ce qui serait caractéristique de la schizophrénie, ce serait une altération spécifique de la conscience de soi et de l'expérience de la réalité. Donc il reprend un petit peu les idées de Jaspers en disant ce qui est pas spécifique et ce qui serait les signes extérieurs, ben, c'est la conviction, l'imperméabilité à l'expérience et l'invraisemblance. Ça, c'est tout à fait insuffisant pour distinguer un délire d'une autre pensée. Par contre, une perception transformée de la réalité serait à la base de chaque idée délirante. Donc il y aurait une expérience particulière de la conscience de soi et de l'expérience de toute la réalité qui serait sous-jacente à des idées invraisemblables et dont la personne est convaincue. Ce qui est effectivement la conception de Jaspers. Maintenant, effectivement, comme dit dans la présentation, Jaspers soutient ça aussi fort sur le concept de compréhension, en disant que les délires primaires, qui seraient les vrais délires, ben, ils sont de l'ordre de l'incompréhensible, tandis que les délires secondaires, qui sont parfois des pensées illogiques, on pourrait les expliquer, on pourrait les comprendre par des événements de vie ou par des circonstances de vie qui permettraient de mieux comprendre ça. Mais cette question-là renvoie à une des questions qui accompagne aussi depuis tout le temps la question du délire, à savoir si le délire est une manifestation primaire ou pas. Est-ce qu'on a affaire avec le délire à un processus primaire, un symptôme qui marquerait lui-même le trouble de la maladie, ou s'agit-il plutôt d'un processus secondaire à un déficit, à une déficience, à une perturbation plus fondamentale? C'est vraiment une question qui traverse toute l'histoire de la psychiatrie. Alors là aussi, je ne vais pas reprendre, je ne vais pas développer tous les auteurs, mais c'est sûr que beaucoup d'auteurs ont naturellement défendu l'idée que le délire était secondaire à une problématique plus fondamentale et que le délire n'était qu'un système de défense. Hein, ben Freud, naturellement, est un de ceux qui ont le plus défendu ça. Enfin, en tout cas, la position de Freud par rapport à ça est assez connue. Hein, la personne essaye une reconstruction du monde par le travail du délire. De même, Bleuler, qui parle d'abord d'un relâchement primaire du tissu associatif et que le délire ne viendrait que de manière secondaire, ne viendrait qu'après coup. De Clérambault aussi, puisque pour lui, le délire n'est que secondaire aux phénomènes primordiaux qui sont les phénomènes élémentaires et l'automatisme mental. Après, cette question-là, de savoir si c'est primaire ou secondaire, est une question tout à fait importante, parce qu'elle définit naturellement aussi la position thérapeutique qu'on peut tenir vis-à-vis du délire. Bon, j'ai repris ici la citation bien connue de Freud: le paranoïaque rebâtit l'univers non pas à une vérité plus splendide, mais du moins qu'il puisse de nouveau y vivre. Il le rebâtit au moyen de son travail délirant. Ce que nous prenons pour une production morbide, la formation du délire est en réalité une tentative de guérison, une reconstruction. J'ai repris dans mon livre aussi assez longuement tous les travaux d'Henri Grivois, parce que je pense qu'à un moment donné c'était assez typique aussi des positions plus neurocognitives sur le délire, et qui là aussi part de l'idée que le délire n'est que secondaire à un sentiment de centralité causé par une destruction du sentiment d'identité. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les thèses de Grivois qui à un moment donné étaient fort à la mode. Il y avait beaucoup d'assistants chez nous qui revenaient avec ces idées-là. Et donc il y avait une perturbation psychomotrice qui
avec des lésions de la perception de l'intentionnalité des actions propres de la personne et des actions d'autrui. Et donc il y avait ce sentiment de centralité de la personne qu'il fallait combattre, enfin, qu'il fallait lui expliquer qu'il n'était pas au centre du monde, que ce n'était qu'un sentiment. Mais donc l'idée là aussi, c'est que le délire ne venait que dans un second temps, après ce sentiment de centralité. Alors, tout ça, comme je le disais, a fort impacté sur les différentes manières de traiter le délire. La conception qu'on a du délire naturellement détermine la manière dont on va essayer de le traiter. Bon, je passe naturellement sur le traitement oral parce que ça c'est quelque chose qui est quand même bien connu de la culture de tous les psychiatres, mais il y avait d'autres positions comme celle de Sérieux et Capras qui étaient de plutôt éviter d'en parler. À un moment donné aussi, il y avait confronter le psychotique ou le délirant aux contraintes de la nature. On pensait que ça avait un impact thérapeutique, puisque la nature, elle ne trompe pas, ne ment pas, et que donc confronter aux contrariétés de la nature pouvait avoir un effet tout à fait thérapeutique. Et en Belgique, je ne sais pas si c'était en France, mais en Belgique, on a développé plusieurs projets comme ça, à Gay ou à Lierneux, où il y avait des villages de fermiers qui accueillaient les psychotiques et qui travaillaient comme aide dans les fermes. Participer pour épuiser le délire est aussi une attitude qu'on a souvent fait, et quand vous lisez les livres de Pinel et de Michel Foucault, vous voyez parfois jusqu'à quel point les psychiatres mettaient en scène les délires des patients en essayant de les épuiser. C'est tout à fait passionnant. Et c'est vrai que parfois les infirmières nous expliquent que voilà, pour calmer l'agitation des patients psychotiques, parfois il y a un patient récemment, il fallait faire semblant de tourner une clé dans son dos pour calmer son agitation, donc c'est ça qu'il exigeait. Bon, l'infirmière, ne sachant pas quoi faire d'autre que ça, a fait un geste mécanique de tourner la clé dans son dos, ce qui a permis de le calmer. Et puis l'équipe mobile me disait aussi qu'il y avait un monsieur qui désirait fort sur les voisins et qui avait dit il faudrait que le curé vienne bénir ma maison et tout ça va se calmer. Donc effectivement la psychiatre de l'équipe mobile a fait venir le curé pour calmer les trucs. Simplement pour dire que parfois on participe avec moins le côté théâtral qu'on trouve chez Pinel et chez Foucault, où c'est vraiment des grandes mises en scène. Pas de problème. L'anxiété technique. Là. Donc, il y a plus ce côté de grande mise en scène, parce que quand vous lisez chez Foucault, on voit que voilà, plusieurs personnes se mettent en scène, se déguisent, etc. Pour rentrer et épuiser comme ça le délire du patient. Mais il y a quand même encore des petits gestes parfois qui obligent les gens à rentrer dans le délire. L'interpréter, ça c'est effectivement interpréter le délire, c'est un petit peu ce qu'à une époque faisaient les... Il y a un problème d'écran, c'est ça? Il y a un problème d'écran? C'est pas grave. Hein. C'est pas grave pour vous, Eric? Non, non. C'est là-bas qu'il faut... Oui. L'interpréter, ça c'est naturellement tous les auteurs qui ont parfois rapproché le délire du rêve, entre autres des psychanalystes ou des psychiatres proches de la psychanalyse. Voilà, ça s'est fait à une époque, ça je pense que ça ne se fait quand même plus. Une position, comme on m'avait enseigné, c'était qu'il fallait accompagner, aménager le psychotique ou le délirant comme un secrétaire le ferait. C'est un peu la position de Lacan, la position du secrétaire qu'on nous a enseigné, et qui est fort développée dans le livre de Dalouche sur Marguerite ou l'Aimé de Lacan. Voilà, la secrétaire qui essaye d'aménager les choses, qui essaye à la fois de ne pas contredire le patient, mais qui est un espèce de personne qui va essayer de trouver un consensus entre ce que veut le patient et quand même ce qui lui permettrait une position qui serait acceptable dans la société. Alors,
positions naturellement beaucoup plus récentes, mais qu'on trouvait aussi chez Créplin, sauf pour les médicaments. C'est simplement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est supprimer le délire par les médicaments et faire de la psychoéducation pour expliquer aux patients que le délire, c'est un symptôme de son problème de schizophrénie et que voilà, c'est une maladie des neurotransmetteurs et que toute sa vie il devra prendre un traitement pour essayer d'apaiser ça ou de pallier à ce déficit. Les thérapies comportementales, en tout cas de la deuxième vague, la troisième vague c'est un petit peu différent, il y avait vraiment aussi des idées de modifier, qu'on parvenait à modifier la croyance du patient, qu'on parvenait à la confronter à la réalité, et donc il fallait confronter le patient à la réalité pour qu'il comprenne progressivement que son délire était différent de la réalité censée être commune à tout le monde. Voilà. Dans le livre, je reprends un petit peu tout ça parce que c'est quand même intéressant de voir à quel point les différentes conceptions naturellement du délire influencent et déterminent les positions thérapeutiques. Alors là, tout ça c'est un petit rappel un petit peu de l'histoire du délire et des différentes positions qu'on a pu avoir par rapport à lui. L'autre remarque clinique qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui est sans doute à l'origine de ce livre, c'est que souvent en réunion clinique, les infirmiers me disaient, mais vous savez, moi je disais aux infirmiers, ce patient-là, avec moi dans les entretiens, j'entends plus son délire, il délire plus, son discours est devenu cohérent, adéquat, etc. Et souvent l'équipe me renvoyait et me disait, oui, mais docteur, il a bien compris qu'avec vous, il ne doit plus délirer. Mais avec nous, je peux vous dire, et avec le patient, son délire est resté le même. Et donc l'équipe voyait ça souvent comme un signe de non-évolution. Voilà, qu'il ne fallait pas encore libérer le patient, qui devait encore rester à l'hôpital. Alors que moi je disais toujours, mais ça c'est quand même une bonne évolution. C'est-à-dire que quand les patients rentrent, ils délirent, ils ne différencient pas du tout l'interlocuteur en face d'eux. Et qu'après un certain temps, sans doute aussi avec l'effet des médicaments, ils ont compris qu'on ne raconte pas la même chose au psychiatre qu'à l'assistant social ou que l'ergothérapeute. Et que donc, je disais, mais ça c'est quand même important. C'est-à-dire que, comme tout le monde, il adapte son discours à la personne qui est en face de lui et en fonction de ce qu'il souhaiterait obtenir. Ce qui est quand même ce qu'on fait tous les jours au quotidien. Et donc, je me suis dit, mais l'intérêt de cette remarque-là, c'est que ça déplace les choses, naturellement. Ça déplace les choses de l'énoncé, ou de la pensée, ou de l'énoncé qui peut être encore différent, à la question de l'énonciation. L'énonciation, c'est-à-dire le discours qu'on adapte et un délire qui n'envahit plus toutes les énonciations, tous les discours, puisque le patient est capable d'adapter son discours aux autres. Et donc je suis un peu penché là-dessus et j'ai retrouvé effectivement un vieux concept de sémiologie en psychiatrie qui était tout à fait important à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui était ce concept de réticence. Et donc j'étais retombé sur un article de Cohen dans l'évolution de la psychiatrie qui disait que c'était vraiment pour les psychiatres de l'époque et surtout dans un contexte médico-légal, que c'était tout à fait important que les psychiatres aillent creuser pour arriver à la pensée encore délirante. Et que, comme dit Clément Beau, certains silences sont comme un timbre que l'aliéniste doit reconnaître. S'ils ne suffisent pas à prouver que le sujet soit un délirant, ils suffisent à nous ôter le droit d'affirmer qu'il ne délire pas. Donc il ne fallait pas se contenter de ça. Il ne fallait pas se contenter du silence et il ne fallait pas se contenter du fait que le patient ne délirait plus devant son médecin. Il fallait vraiment creuser la chose pour être sûr que les idées délirantes n'étaient plus présentes. Mais voilà, moi ça me semblait quand même un point de vue important et donc un angle de vue ça changeait un peu le paradigme et l'angle de vue par rapport à cette question
du délire. Et donc j'ai un petit peu commencé à lire différentes choses du côté des linguistes, hein, parce qu'il faut savoir que depuis Benveniste et Jacobson, la question de l'énonciation est tout à fait présente dans tous les travaux des linguistes. Et dans un interview de Jacobson en 1976, on ne trouve pas grand-chose chez des linguistes, je peux vous dire. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé grand-chose, en tout cas, sur tout ce qui concerne les pathologies psychiatriques. Mais ce petit passage-là me semblait quand même important, puisqu'il dit: on peut dire qu'on rencontre pour un type de schizophrénie au moins la situation suivante. Le malade perd la compétence pour un dialogue, mais préserve la compétence pour un monologue. Hein, chez Hölderlin, le fameux poète allemand romantique, pas de dialogue, mais des monologues. Si on analyse les derniers poèmes, on est profondément étonné parce qu'ils ne renferment aucun élément qui caractérise le dialogue. Donc là, de nouveau, c'est la question de l'énonciation qui est primordiale et pas tellement les propos étranges ou bizarres que pouvait tenir la personne. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à lire un bouquin tout à fait intéressant d'une linguiste sur la question de l'énonciation, Catherine Kerebrat-Orecchioni, qui effectivement explique que la linguistique de l'énonciation a pour but de décrire les relations qui se tissent entre l'énoncé et les différents éléments constitutifs du cadre énonciatif. Et ces différents éléments, c'est les protagonistes du discours, donc l'émetteur et les destinataires, mais la situation de communication aussi. Ce qui rend naturellement une science de la linguistique de l'énonciation très très compliquée, puisque la situation de la communication, elle est jamais deux fois la même. Hein, et là aussi, c'est quand même un fait clinique assez intéressant de voir parfois à quel point les propos du patient, selon le contexte, peuvent être très différents. Hein, moi, je fais toutes les semaines une réunion communautaire, enfin, comme beaucoup d'entre vous, et on voit bien qu'il y a des gens qui peuvent être très adéquats en réunion communautaire avec les autres patients et très inadéquats dans le bureau du psychiatre, et vice-versa. Et de même, si vous avez parfois l'occasion de faire un petit peu des équipes mobiles, de visites à domicile, là aussi c'est flagrant de voir à quel point, chez lui, le patient, son propos est tout à fait différent. Donc, cette question d'énonciation, elle est vraiment tout à fait importante. Enfin, et je trouvais ça tout à fait pertinent, ce qu'elle disait par rapport aux différents éléments constitutifs du cadre énonciatif. Et donc, un peu plus loin, si je retrouve ma petite feuille, elle dit: il revient à la linguistique de l'énonciation d'identifier, d'écrire et structurer l'ensemble de ces faits énonciatifs. Le principe de classification le plus naturel semble être l'énoncé rapporté au locuteur, l'énoncé rapporté à l'allocuteur et l'énoncé rapporté à la situation énonciative. Alors, malheureusement, la linguistique de l'énonciation ne s'intéresse qu'à l'un des paramètres, le locuteur-scripteur. Hein, c'est-à-dire Benveniste, Jacobson, ils peuvent s'intéresser finalement qu'aux signes de subjectivité de la personne qui parle dans l'énoncé. Hein. Par exemple, les fameux shifter ou empréeurs de Jacobson, voilà, c'est les pronoms personnels, etc. Donc on peut s'intéresser qu'aux signes de subjectivité qu'on trouve dans l'énoncé, mais les signes de subjectivité de la personne qui parle. Et pas tellement ce qui pourrait être influencé par la personne à qui on parle ou par le contexte dans lequel on parle. Alors, au niveau psychiatrique, là aussi, j'ai pas trouvé grand monde qui s'intéresse à ça, même si naturellement on ne peut pas ne pas citer Lanteri Laura pour tout son intérêt à faire des ponts entre la psychiatrie et la linguistique. Il s'est vraiment penché sur toute l'évolution voilà. Il s'est vraiment penché sur tout l'apport que la linguistique pouvait amener à la psychiatrie, mais j'aurais tendance à dire, enfin, je trouve que vraiment tout ce qu'il a écrit est tout à fait intéressant, hein, mais son intérêt reste du côté de l'énoncé
et reste du côté de en quoi est-ce que les énoncés peuvent enrichir la sémiologie classique de la psychiatrie. Hein, c'est-à-dire, il va s'intéresser, par exemple, au néologisme, ou par exemple au lapsus et des choses comme ça, mais ici c'est deux citations de Lanteri Lora. Pour le psychiatre, au niveau d'investigation clinique, l'écoute de la parole du patient ne tend pas à en tirer l'information que le patient y a mise délibérément, mais à considérer dans cette parole ce qui peut être information sémiologique. Dans quelle mesure il est possible de caractériser les différents troubles mentaux par des types spécifiques d'altération du langage. Donc, il faudrait nuancer tout ça naturellement, mais l'intention quand même principale, à mon sens, de Lanteri Lora, c'est d'alimenter la sémiologie psychiatrique par des bizarreries du côté de l'énoncé. Hein, et voir s'il y a même moyen de trouver des altérations de langage qui seraient spécifiques de telle ou telle ou telle pathologie. Donc ça reste une sémiologie de l'énoncé. Bref, donc je n'ai pas trouvé là tout à fait ce que je cherchais, et donc j'en suis revenu au discours de Lacan, parce que là chez Lacan, naturellement, il y a à la fois la personne qui parle, à la fois la personne à laquelle on parle. Hein, il y a vraiment cette question de l'énoncé et de l'énonciation qui se retrouve spécifiquement dans cette description, enfin, dans ces mathèmes des quatre discours, où, à mon avis, il formalise vraiment la question de l'énonciation. Donc, à partir de 70, dans des textes comme l'envers de la psychanalyse, enfin, comme le séminaire de l'envers de la psychanalyse, ou l'étourdi, ou radiophonie, tous ces textes-là, Lacan essaie quand même de développer cette idée des quatre discours et de sa ronde. Et au-delà des mots prononcés, la question d'énonciation pointe l'importance naturellement du transfert et de l'enjeu relationnel dans tous ces discours. Alors, je pense que vous connaissez sans doute un petit peu tout ça. Hein. L'idée de Lacan, naturellement, c'est que chaque discours fait un lien social, qui est un agent, qui est en position de semblant, qui s'adresse à un autre. L'agent se fonde sur une position de vérité. Hein, la place du dessous, sous la barre de l'agent, c'est la position de vérité, et c'est cette position-là qui fonde le discours. Alors, ce qui est déjà important, naturellement, c'est que la vérité est intrinsèque à chaque discours. Elle n'est pas extérieure au discours. Donc, il n'y a pas des discours qui sont vrais ou qui ne sont pas vrais. Chaque discours s'appuie sur une vérité. Alors, l'agent est relié à l'autre par une flèche qui désigne l'acte de discours, et il y a un produit à chaque discours, et naturellement, ce qui est important, c'est qu'il y a une barre entre le produit et la vérité, et que donc le produit ne rejoint jamais la vérité, et qu'il y a une espèce d'impossible dans chaque discours qui, ici dans ce schéma-ci, en tout cas, est présenté par ces deux barres transversales. Donc, ça fait une demi-heure. Oui, monsieur, très bien. Je suis bien dans le timing, je pense. Alors, donc ces discours produisent le lien social, mais ce qu'ils font apparaître naturellement, c'est l'impossibilité de ce lien social qu'ils sont censés formaliser. Hein, il est en effet impossible qu'il existe un vrai rapport entre le locuteur et la locutaire, un vrai au sens de définitif. Donc, chaque discours est un raté qui ne parvient pas à pleinement réaliser son intention, mais ce raté va permettre que le discours bascule vers un autre. Et donc c'est ça qui est important. Et donc, il définit 4 discours que vous connaissez. Hein. Le grand S, il est barré, c'est pas très clair dans le schéma ici. Mais les 4 discours, donc, qui sont les discours du maître, de l'hystérique, de la psychanalyse et les discours universitaires. Je ne sais pas s'il faut vite repasser les 4 discours. On pourrait dire rapidement que le discours du maître, c'est quand même le discours de celui qui s'engage dans la parole et qui stabilise un rapport de signification entre le S1 et le S2. Voilà, le discours du maître dit ce qui en est sur le fonctionnement
de la pensée, sur le beau, sur les émotions, sur les choses à faire. On pourrait un peu l'apparenter au discours de la morale, de l'ordre, de l'idéologie, mais il stabilise aussi un minimum d'identité. Voilà, parce que au fil de la journée, ben, on parle, je sais pas moi, on parle comme un médecin, et puis on parle comme un père de famille, et puis comme un propriétaire de voiture, et puis comme quelqu'un de nationalité belge ou française. Donc il y a différentes identités qui peuvent se retrouver dans ces discours, et donc une identification qui, comme je vais le définir après, est tout à fait éphémère, mais qui permet quand même de stabiliser un minimum un discours. Le discours de l'hystérique, c'est le S barré qui est en position d'agent de semblant, et donc c'est le discours de la plainte, le discours du symptôme, de l'insatisfaction. C'est aussi le discours qui pousse à produire du savoir. C'est pour ça que Lacan l'apparente d'ailleurs au discours de la science, mais c'est comme ça peut aussi rester un discours de la névrose et de la trouble personnalité, pour employer un terme un peu plus contemporain. Le discours universitaire, c'est le discours du savoir organisé qui s'adresse à l'autre comme à un objet, puisqu'il s'adresse à l'objet petit a. C'est la position du savoir qui place l'autre en position de témoin de ce savoir. Mais contrairement au discours du maître, c'est plutôt un savoir désincarné qui se veut objectif et donc qui n'est pas incarné par, ou qui se voudrait en tout cas non incarné par une personne. Donc c'est le discours un peu de la formation, de la psychoéducation, de la technique, de la procédure. Le discours universitaire parle au nom du savoir objectif et a l'ambition d'exprimer un savoir universel, mais à condition de nier la subjectivité du dire. Souvent on l'apparente naturellement au discours psychologique, qui est un discours qui explique les facultés, les sensations, les émotions, les affects, et toutes ces choses-là, les traumatismes, mais de manière purement universitaire. Alors, le discours de l'analyste, c'est naturellement, en tout cas pour la position de Lacan, le discours, je ne vais pas dire principal, mais les trois autres discours sont des discours vraiment établis, le discours du psychanalyste est le discours le plus labile et qui va permettre sans doute la ronde des discours, en tout cas qui va faciliter la ronde des discours. Et donc c'est l'objet A qui est en position d'agent du discours, et le savoir est en position de vérité, et le discours psychanalytique a comme produit le S1, mais c'est un signifiant qui ne peut pas déboucher sur le S2. Donc la barre là, c'est entre le S1 et le S2, ce que certains psychanalystes comme Christian Firenze, que j'ai beaucoup étudié, se caractérisent par une absence de rapport de signification. Et donc, d'où l'idée que le psychanalyste, son produit, n'est pas du côté du savoir. Son interprétation qu'il donne ne doit pas être du côté du savoir. Il ne doit pas y avoir une signification entre le S1 et le S2. Et donc c'est le discours de l'écoute qui ne se limite pas au dit, mais qui se positionne par rapport au dire, c'est-à-dire à l'énoncé, à l'énonciation. Donc une autre manière de représenter ces quatre discours, ce qui est quand même important de rajouter par rapport à ces discours, c'est naturellement la question du sujet. Parce que c'est ça aussi qui différencie fort Lacan de la phénoménologie ou des linguistes, c'est que sa position par rapport au sujet est radicalement différente de tous les autres. Et donc, ce qui est important de préciser, c'est que ces discours n'ont pas de protagonistes, ils ne sont pas déterminés par des agents qui les précéderaient. Hein. Donc, ce sont des discours qui donnent les places à la personne, et ce n'est pas des personnes, c'est pas le psychanalyste qui décide de prendre, de se mettre en position de discours psychanalytique, hein, ou c'est pas l'hystérique qui va se mettre en position d'hystérique. Ça, c'est tout à fait important parce que en soi, c'est comme ça en tout cas que Christian Firenze l'interprète, le psychanalyste n'existe pas en tant que tel. Hein. Seul celui qui est en position de pratiquer le discours de la psychanalyse peut en être le semblant d'agent. Il n'y a pas d'identification stable au psychanalyste, puisque cette identification est tout à fait éphémère. Hein. La position d'agent, c'est une position de semblant, mais qui est éphémère.
Ce n'est pas une identification qui est stable. Et donc Ferencz dit toujours, se prétendre psychanalyste, c'est un petit peu en contradiction avec le discours du psychanalyste, puisque l'idée c'est plutôt que cette identification, elle n'est pas fixée, elle n'est pas stable. Et que donc, pour Lacan, mais sans doute comme pour Freud, la pensée n'est pas portée par un sujet conscient et transparent lui-même, c'est pas le sujet de la connaissance, c'est pas le sujet de la philosophie, c'est pas le sujet de la phénoménologie ou de la psychologie classique. Le sujet de Freud ou de Lacan est un point d'évanouissement, et au contraire, penser et être sont pour Lacan assez exclusifs. Hein. Et donc Lacan remplace le fameux « je pense donc je suis » de Descartes. Il a beaucoup travaillé sur Descartes et sur cette phrase-là. Il le remplace par « je pense ou je ne suis pas » et « je suis ou je ne pense pas ». C'est-à-dire qu'être trop identifié empêcherait ce mouvement de la pensée. Hein. Et que donc, à la limite, c'est l'un ou l'autre. Soit on continue à penser et la pensée fait que les identifications bougent, soit si on est trop identifié à un objet ou à une personne, ça fige un petit peu le processus de pensée. Alors, ce qui est important, c'est la ronde, hein, c'est pas les discours en tant que tels, mais c'est que ça tourne. Hein, je reprends aussi la phrase connue de Lacan qui dit « qu'on dise reste oublié périr ce qui se dit dans ce qui s'entend ». Hein, et alors Ferencz dit que le discours psychanalytique ne fonctionne jamais seul, il a particularité d'impliquer l'analyste et l'analysant dans les autres discours. Bien plus, il pousse chaque discours à démontrer son impuissance. Et un peu plus loin, il dit le discours psychanalytique est la science du changement de discours. Donc le discours psychanalytique doit permettre cette ronde des autres discours. Voilà. Donc c'est un petit schéma qui montre la ronde. Dans un article qui va être publié bientôt, j'espère, je défends aussi que les médicaments, c'est un peu l'effet qu'ils ont, je pense. Hein. Moi, j'ai toujours refusé d'appeler les neuroleptiques les antipsychotiques, parce que je ne pense pas, effectivement, qu'ils ont un effet directement sur la cause de ce qui serait les troubles psychotiques. Et je ne pense pas qu'ils sont là pour corriger un dysfonctionnement ou un déséquilibre dopaminergique, mais qui fonctionnent vraiment comme des neuroleptiques, c'est-à-dire comme des molécules qui apaisent la pensée, qui empêchent qu'une pensée soit tout à fait envahissante, et que les gens, souvent ils disent avec votre Risperdal là, je fais plus des fixettes. Mes idées sont toujours les mêmes, mais je fais moins une fixette sur le fait que mon père ne serait pas mon père. Mais donc, c'est ça. Donc je pense que les médicaments aident aussi à ce mouvement-là. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on peut pathologiser les cas de discours de Lacan. Voilà. À la fois, c'est vrai que le délire, ou ce qu'on définit comme délire, en tout cas, ça va avoir un aspect clinique très très varié. Hein. Ça peut être soit très incohérent, soit très déstructuré, soit être un délire comme ça bien construit, comme on en a déjà parlé, et que toute pensée obsédante, à mon avis, est pathologique, hein, même des pensées qui ne seraient pas délirantes. Enfin, si quelqu'un ne pense qu'à ses enfants ou dans une passion amoureuse, on voit bien que les gens qui sont dans une folle passion amoureuse, ils ne sont pas toujours dans une bonne santé mentale. Mais donc, d'où l'idée de l'importance de la ronde des discours. Et alors, est-ce que ça nous permettrait de dire que chaque discours de Lacan pourrait être un phénomène, enfin, que quelqu'un qui soit fixé sur un des quatre discours serait donc dans un état pathologique et donc pathologiser, faire une sémiologie des discours de Lacan. Ça, c'est une question compliquée. Lacan, en tout cas, ne le fait pas. Ça me semble clair. Christian Ferencz, il se le permet un peu plus.
Et si on cherche bien, naturellement, dans toute l'œuvre de Lacan, il y a toujours moyen de trouver quelques phrases qui peuvent soutenir une telle hypothèse. Bon, voilà, le discours du maître, je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit, si on est trop identifié à une fonction, effectivement, ça peut être pathologique. Hein, Lacan, quelque part, dit effectivement que le roi qui se prend pour un roi est également un fou. Et on a eu un patient, d'ailleurs, un médecin, qui était vraiment complètement collé à sa fonction de médecin et qui n'écrivait plus à ses enfants et à sa femme que sur des prescriptions médicales. Mais voilà, donc il ne parvenait pas à se décaler de ça. Et donc ça montre bien aussi que le côté, parfois, identification excessive peut mener à des phénomènes pathologiques, à des mêmes naturellement discours de l'hystérique. C'est à la fois, comme je l'ai dit, pousse au discours de la fin, ça reste quand même le discours de la névrose, un discours qui serait uniquement administratif et bureaucratique, je crois que ce serait un discours pathologique. Quant au discours de la psychanalyse, Christian Firenze ose le rapprocher de discours plus psychotiques, hein, à la fois par cette tendance à l'interprétation, hein, et en disant que le psychotique, il a aussi il s'appuie sur une vérité, il est l'objet des autres qui lui veulent du mal, ou tout fait signe, etc., et qu'il s'appuie vraiment sur cette vérité, et qu'il y a aussi ce côté de rupture dans la chaîne de signification entre le S1 et le S2. Donc, voilà, il soutient qu'il y aurait moyen de rapprocher le discours, certains discours psychotiques, en tout cas, du discours du psychanalyste. Ce qui est en tout cas clair, c'est que dans cette idée de cas de discours, on ne peut pas soutenir que quelqu'un soit hors discours. Hein, parce que ça aussi, c'est une thèse qui, à un moment donné, été soutenue par certains psychanalystes, c'est que le psychotique serait hors discours. Ça me semble effectivement pas imaginable. Je veux dire, la ronde des discours, c'est vraiment la structure même du langage, et donc, soit quelqu'un n'arrive pas à se stabiliser dans un discours, et ça fait cet aspect comme ça, très incohérent, très agité, très déstructuré que les patients peuvent parfois avoir, soit effectivement, on pourrait imaginer que trop figé à l'un ou l'autre discours, ça fasse quelque chose de pathologique. Mais bon, c'est une question qui reste en suspens. Alors, voilà, là aussi quelques citations qui vont dans le sens de ce que je viens de dire. Hein. La vérité du discours hystérique ne suffit pas à supprimer la névrose hystérique. La névrose n'est dépassée que dans la structure qui implique la ronde des quatre discours. Voilà. C'est-à-dire de dire que s'il n'y a pas une ronde de quatre discours, l'hystérique risque de rester névrosé. Et alors une phrase qu'on a beaucoup discutée ici en Firenze et moi, c'est « Le dit du schizophrène se spécifie d'être pris sans le secours d'aucun discours établi ». Ce qui a alimenté un petit peu cette idée qu'il soit hors discours. Firenze pense qu'effectivement les trois discours établis, c'est universitaire, hystérique et le maître, et que ça permet de rapprocher le discours du schizophrène de ce discours analytique qui serait en dehors de la signification, voilà, en dehors d'une signification. Voilà. Je laisse ces questions-là en suspens. Et j'en arrive déjà à ma conclusion. Donc, ça vous avez compris, le message, l'énoncé du délire ne permet pas de le définir, et le propos, ou en tout cas l'hypothèse que je voudrais partager avec vous et peut-être approfondir, peut-être que c'est l'énonciation qui est l'élément déterminant pour définir la pathologie, et que donc la psychiatrie aurait tendance quand même à peut-être progressivement quitter une sémiologie psychiatrique de l'énoncé vers une psychiatrie de l'énonciation. Hein, que la question du discours doit sans doute être plus présente à l'avenir dans la sémiologie psychiatrique, alors que jusqu'à présent, on s'est tout le temps concentré sur ce que dit le patient, sur ce que fait son comportement, mais pas du tout dans l'aspect relationnel, discours du patient. Et donc, ce n'est pas la sortie du sillon de la réalité qui définit le délire, mais la sortie du mouvement de la pensée. Hein. Et alors, très important, le discours du soignant doit faciliter la ronde des discours. C'est-à-dire que nous, on doit pouvoir présenter à nos patients une pluralité de positions, une pluralité de discours, une pluralité d'activités, et pas naturellement se limiter à une position. Je fais une caricature, mais parfois, il y a quand même des psychiatres, je vois ça
Je vois ça chez les jeunes assistants CPJ. C'est CPJ que vous dites chez vous? Les jeunes assistants. Ben, où on leur apprend les médicaments et la psychoéducation. Et donc ça c'est quand même... voilà, ça me semble très triste et je pense que c'est important qu'ils aient au moins la connaissance de cette question du discours et du relationnel et pas se limiter à une position qui soit purement médicale ou universitaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc je passe la parole à Clément Fromentin. Donc, merci beaucoup pour votre exposé et puis pour votre livre. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter et à vous lire. Parce que c'est un livre aussi d'un psychiatre de terrain, vous l'avez dit, et en même temps qui ne renonce pas à une ambition théorique très grande. Et donc ça c'est très plaisant. Vous parcourez toute l'histoire de la psychiatrie, vous citez beaucoup d'auteurs, et effectivement, comme vous le disiez en conclusion, c'est vraiment un livre à conseiller aux internes, parce qu'il part d'une question, comme celle de Benjamin, et que vraiment votre livre se lit comme un roman policier, parce que je trouve qu'il répond au cheminement d'une enquête. Vous posez votre question finalement à tous les auteurs de la psychiatrie classique, aux linguistes, aux phénoménologues, pour arriver à Lacan, qui vous donne une espèce de réponse, mais qui n'est pas complètement satisfaisante non plus. Et donc c'est très... je trouve que cette méthode de cheminement et d'interrogation est très heuristique. Et puis vous montrez bien, c'est aussi dans votre ouvrage, que la clinique, c'est un choix. Et vous dites effectivement qu'il y a différentes façons de traiter, comme il y a différents discours, mais il y a différentes façons d'aborder la clinique et la psychose. Vous citez ces différents traitements, par exemple, du délire, et vous dites qu'il faut là-dedans faire un choix, qui est un choix d'énonciation, mais que la clinique, c'est aussi un engagement, et c'est très vivifiant. Donc, vous posez cette question de fond, qu'est-ce qu'un délire? Et effectivement, une question cruciale au point de vue épistémologique, puisqu'il faut bien définir l'objet quand même de notre pratique. Et alors, moi, ça m'a fait tout de suite penser à deux autres réflexions, qui est que pour Henriet, au contraire, le fait psychiatrique fondamental, ce n'était pas le délire, c'était l'hallucination. Il disait que c'était un scandale, l'hallucination. Pour lui, ça restait en 1977, dans sa préface à son ouvrage, ça reste un scandale, une interrogation. Et pour lui, il y a vraiment la clé de voûte de la psychopathologie, c'est l'hallucination. Et à la fin de sa vie, le délire devient finalement une sous-classe d'hallucination. Il inclut le délire dans l'hallucination. Et ça reste l'hallucination le problème. Et puis une autre citation, c'est celle de Lacan qui dit « tout le monde délire ». Et justement, il n'a pas dit « tout le monde est halluciné », il a dit « tout le monde délire ». Comme si, donc, justement, la pratique du délire et du discours était intriquement mêlée, quand même. Alors, je trouve que donc, votre livre est très fort parce qu'il établit des repères très fiables pour essayer de circonscrire, effectivement, de donner une approximation de ce qu'est le délire, et même si on n'arrive jamais tout à fait à le circonscrire. Et vous soulignez cette dimension très forte, finalement, de l'intersubjectivité du délire. Dans cet exemple, par exemple, de l'infirmière qui est obligée de tourner la clé, ou de ce que nous-mêmes on éprouve tout le temps en entretien, finalement, le délire, il ne peut pas se définir uniquement à partir du sujet qu'il éprouve. Il est lié à sa structure psychique qui inclut l'autre. Et qu'un délire, c'est d'abord quelque chose aussi qui est adressé. C'est une position d'énonciation parce qu'effectivement, c'est dépendant de position d'énonciation qui implique effectivement quelqu'un qui écoute ça. Et nous, c'est ce qu'on fait beaucoup toute la journée, d'écouter des délires, et je trouve qu'on est très saisi par ça, le fait que le délire ne renvoie pas qu'au seul sujet, mais qu'il est lié à la relation. Et je pense aussi que c'est pour ça que cet item sémiologique de la réticence avait une place si grande, finalement, dans la psychiatrie de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'était effectivement l'idée que la réticence cachait quelque chose et cachait forcément un délire. Comme votre patient qui va mieux et qui apprend à ne pas délirer devant vous, les aliénés du 19e siècle, eux aussi, avaient appris qu'il ne fallait pas dire
leurs considérations délirantes et qu'il fallait les garder pour eux. Et donc du coup, de ce fait, de cette relation médicale ou thérapeutique, enfin, aliéniste, aliéné, le délire était devenu quelque chose de différent, quelque chose de caché, qu'il fallait absolument surprendre, donc du coup, toute cette dimension de l'observation qui avait pris beaucoup d'importance. Voilà. Alors, donc je trouve que ce livre est très stimulant. Alors par contre, il y a une petite question que je me pose et qui rejoint cette interrogation de Lacan quand il dit tout le monde délire. Parce que je trouve que vous parlez de pensée délirante et de discours délirant, et je n'ai pas réussi à comprendre très bien à quel moment vous faisiez la distinction. Parce que moi j'ai l'impression que la pensée, effectivement, par essence, elle est délirante. On délire tout le temps dans notre tête à penser des choses qui n'arriveront pas, des choses fantastiques, des choses anxieuses, des choses angoissantes. On passe son temps à délirer dans sa tête. Mais est-ce que le discours délirant, est-ce que c'est pas autre chose? Et vous parlez beaucoup du délire psychotique, mais peu du délire névrosé. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que pour vous c'est une question? Est-ce que le névrosé est délire? Et surtout, quelle distinction vous faites plus précisément entre cette question de la pensée et du délire? D'autant que j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi que Lacan évoquait quand il disait que la liberté c'était un délire, c'était au sens c'est un délire de la pensée, de croire qu'on est libre. Et que finalement, si on fonde plutôt cette catégorie, ce critère discriminant du délire sur la question du lien social, et bien effectivement, on rejoint cette considération-là qui était celle d'Hölderlin, à savoir que finalement ces derniers poèmes étaient adressés à personne. Et que cette impossibilité du lien social fait la véritable psychose. Mais à partir du moment où on a un interlocuteur, est-ce que vraiment, et quelqu'un qui partage effectivement son discours, est-ce qu'on peut encore parler de délire? Voilà. Enfin, effectivement, c'est toutes ces questions aussi autour, par exemple, de la post-vérité ou des discours complotistes. Est-ce que le fait que ça fasse lien social, est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de délire, c'est-à-dire pathologiser ce qui se passe? C'était ces grands... c'était un exemple aussi de l'épistémologue qui disait que l'apotechnophilie, il y a des gens qui pensent qu'ils ont un doigt en trop, par exemple, et donc ils vont chercher un chirurgien pour leur couper. Si le chirurgien est d'accord pour le faire, est-ce que c'est encore un délire? Enlever le micro, c'est ça? La caméra? Non, enlever le masque. Enlève le masque. Ouais. Il y a beaucoup de questions naturellement dans votre intervention. Mais juste la dernière, oui, non, je pense qu'effectivement, s'il y a une socialisation, alors du coup, il y a sans doute plus délire. Et effectivement, la ronde du discours, ça peut devenir un discours un peu hystérique de revendication, ou ça peut être on peut en faire un discours universitaire. Donc du coup, on peut avoir sur le même sujet différents types de discours. C'est ce que je dis dans un des articles là, sur justement la question de la transidentité, de la transgenre. Si cette question d'être un homme ou une femme envahit la personne sans arrêt, c'est pathologique. Si par contre il se met dans un groupe, milite, défend les droits, etc., des transgenres, ça change tout à fait la donne. Ça change tout à fait la donne. Ça fait autre chose. Et s'il y a à côté de ça, il peut avoir d'autres intérêts ou d'autres identifications, tant mieux. Donc ça, tout à fait. La grosse question du lien entre la pensée et le discours, entre la pensée et le langage, effectivement, je reprends dans le bouquin un peu toute l'historique comme ça est-ce qu'il y a une pensée avant le langage, est-ce qu'il y a une pensée qui serait non langagière
et que le langage vient en second temps. Je pense que non, je pense qu'en tout cas pour Lacan, il me semble que les deux sont tout à fait liés, qu'il n'y a pas de pensée sans langage et vice-versa. Et effectivement, tout ce délire, moi je l'entends aussi, l'intérêt de Lacan pour l'automatisme mental. C'est-à-dire que cette idée d'une pensée non logique qui nous envahit parfois, comme dans le rêve ou dans des choses comme ça, c'est ça aussi tout ce délire, c'est-à-dire on fait tous l'objet de pensées illogiques et non cohérentes, quoi. Et je pense que c'est ça l'intérêt de... Enfin, j'essaie pour le moment de comprendre pourquoi Lacan s'intéresse tellement à l'automatisme mental. Je pense que c'est ça, c'est de dire on est parfois envahi, on est parfois parlé et on est parfois envahi par des paroles qui sont non cohérentes, illogiques. Et sur cette question du délire en fonction des structures, puisque les structures psychiques entre névrose et psychose, est-ce que pour vous il y a des particularités qui permettraient de les distinguer? Je précise que Henri Feix a écrit un article dans l'évolution psychiatrique sur justement la non-existence des structures en psychiatrie. Introduction à sa réponse. Oui, non, voilà. Et là, effectivement, là, en tant qu'élève de Scott et de Firenze, Scott a toujours défendu qu'il y avait une structure qui était la structure humaine, et que cette idée de structure névrose, psychose et éventuellement perversion, c'était vraiment quelque chose qui fait partie à un moment donné sans doute de l'œuvre de Lacan, qui a été fort repris par les psychanalystes lacaniens. Je ne suis pas tout à fait convaincu que Lacan était encore dans ces histoires de structure à la fin, quand il est dans les nœuds broméens, tout ça, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Et à mon avis, quand il est dans les discours, il n'est plus dans cette différenciation de trois structures qui seraient bétonnées comme ça sans pouvoir passer. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris quand je fréquentais les écoles de psychanalyse, qu'il y avait trois structures bétonnées et quelques. Voilà, le pronostic, vous étiez toujours psychotique, même si vous étiez stabilisé à un moment donné, votre structure était telle et vous risquiez toujours de décompenser sur un mode psychotique. Voilà. Ça répond pas, ça correspond ni à ma clinique, ni à ma conception des choses. Alors, question de la salle virtuelle, question de la salle concrète. Je délire des salles partout. Tout le monde m'entend, tout le monde m'écoute. Et c'est vrai. Et là, c'est vrai. Donc, des questions? Bernard Audier. Si possible. Oui, merci pour votre exposé très stimulant. Je vais vous raconter une très brève histoire clinique. Un médecin du travail m'adresse un type en me disant « Il est complètement délirant, faites quelque chose ». Je reçois, mais il délirait à bloc. Il rentrait dans mon bureau. Un de ces trucs qui m'a marqué, il disait « Le CIA et le KGB m'ont pris mon anus, mais le pire, c'est qu'ils s'en servent. » Bon, donc il secouait les catégories de la pensée. Et moi, je me disais, mais voilà, j'ai trouvé mon professeur de psychose et de délire. Donc je donnais des rendez-vous auxquels il venait. Un jour, pendant la consultation, le téléphone sonne sur mon bureau, je me détourne de lui, je décroche, je réponds très rapidement, je raccroche, je me tourne vers lui et il me dit, en montrant la porte, « Vous voyez, pendant que vous téléphoniez, ils en ont profité, ils m'ont parlé. » Bon, j'en étais baba. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Ce type-là, au moment où on arrête de s'occuper de lui, il imagine que d'autres vont s'occuper de lui. Mais tant que je m'occupe de lui, voilà, il n'a pas d'hallucination. Ça va un peu dans le sens de ce que vous dites, il me semble, non? Oui.
Oui. Mais enfin voilà, il est clair que mon propos, ça ne va pas être une réponse à votre question, mon propos il est naturellement pas antipsychiatrique. Des phénomènes tels que celui que vous venez de décrire, ça existe, et effectivement dans un service d'hospitalisation sous contrainte, on est tout le temps confronté à ça, à des gens effectivement dont le discours est de ce type-là. Voilà, mon propos, c'est que, effectivement, aussi étrange et spectaculaire que ça peut être, il y a peut-être moyen, à un moment donné, que ça prenne une autre tournure, que ça prenne une autre forme, et que ce soit effectivement moins envahissant. Voilà. Nous, on a un très chouette ergothérapeute qui essaie de faire des chansons de rap, etc., enfin, qui essaie que les énoncés qui soient délirants deviennent des textes de chansons, par exemple, des textes de chansons de rap ou des choses comme ça. Et donc ça donne du coup une autre forme à ces énoncés. Et puis parfois, ouais, c'est ça. Mais parfois les gens ont aussi des idées étranges sans que ce soit psychiatrisé. Moi j'ai un bon ami, on promène parfois notre chien ensemble, et puis il me dit ouais, moi j'ai l'impression quand je promène mon chien que l'instinct animal en moi me permet d'être mieux en communication avec lui, et que parfois je lui aboie. Il existe aussi ce genre de discours très bizarre, mais de nouveau, si ça se limite à sa balade, à la balade avec le chien le dimanche matin, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça dérange personne. Je veux dire, parfois les gens ont des drôles d'idées, mais quand ça n'envahit pas toute la vie sociale de la personne, c'est moins pathologique, naturellement. Des questions? Moi, Ouais, 2-3 petites questions comme ça, mais plus pour vérifier, même si on ne parle pas la même langue, on peut se parler, parce que ça aussi, c'est un point qui a à voir avec le délire. C'est-à-dire, il me semble, moi, que avec le délire, il y a de l'intraduisible tout le temps. On ne peut pas passer d'une langue à l'autre. Il me semble que ça a à voir avec ce que vous disiez, c'est-à-dire si on est fixé dans un seul discours, il va devenir pathologique, parce que, je me dis, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que si on est fixé à un seul discours, il va se présenter dans une espèce de complétude, alors que c'est le trou dans chaque discours qui permet de passer de l'un à l'autre. Enfin, on imaginerait assez une espèce de chaînette comme ça, où chaque discours, le basculement d'un discours à l'autre, se passe là où la faille du premier discours se manifeste, et puis le deuxième, etc. Et du coup, la fixation, elle est forcément toujours dans une espèce de tautologie et d'auto-appartenance. Ça, je dois dire que j'ai toujours été convaincue qu'au fond de tout délire, il y a un délire ou d'auto-appartenance ou d'auto-engendrement. C'est-à-dire la question du non-rapport de la faille et de l'origine, qui est tout à fait bouché. C'est point 1. Point 2, le psychotique est hors discours. Si on considère que le discours, c'est ce qui vient être bordé par autre chose que lui-même, alors peut-être on peut dire en un certain sens que ce dans quoi est le psychotique, c'est pas exact. Le délirant, c'est pas exactement du discours, parce que ça ne se laisse pas border, ça ne se laisse pas, ça bascule pas dans autre chose que soi. C'est-à-dire, il y a la question il m'est arrivé ici de dire que finalement, nous, on est les travailleurs de l'hétérogène, et qu'il y a quelque chose dans la modalité psychotique qui est quand même en difficulté avec l'hétérogène interne et aussi externe. Voilà. J'ai une remarque qui peut répondre à celle-ci. Quand on parlait de l'Anter-et-Laura et de comment il place la linguistique plutôt au service de la sémiologie, c'est comme ça que vous l'interprétez. Moi, je lis l'Anter-et-Laura comme la place de la psychiatrie parmi les champs de savoir qui sont à sa disposition. Et la linguistique comme la sociologie et comme la psychanalyse pour lui. Et de ce fait-là, je me dis que peut-être que la position du psychiatre ou du soignant, pour la dire plus largement, parce que celui qui fait l'expérience avec le patient,
finalement, et qui a une position d'infirmier, de psychiatre, d'ergothérapeute. Il doit être suffisamment identifié à sa fonction, en entendant, mais suffisamment pouvoir s'en décaler. Bon, ça, on l'a bien entendu dans votre exposé, qui était vraiment, pour le coup, moi, je l'ai trouvé très clair, très heuristique, comme disait Clément, en tout cas, très sensible là-dessus. En tout cas, on rentre bien en résonance avec ça quand on a une conviction, et notamment éthique. C'est peut-être là où je pourrais répondre à ce que disait Ryan Cohen, c'est-à-dire, finalement, le délirant n'est peut-être jamais un délirant, comme nous, on n'est peut-être jamais complètement des médecins. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que cette question de où est le psychotique, c'est-à-dire le plus insupportable, c'est pour les gens qu'on nomme les psychotiques aussi, souvent qui nous rentrent dedans en disant « alors, je suis psychotique, c'est ça ?» Et quelque chose de la manière dont on identifie par la médecine, la naturalisation, le sujet, va toujours buter sur cette question du moment où on le dit pour une certaine raison, et la manière dont elle est reçue. Donc moi je ne suis pas complètement féru des histoires des 4 discours en eux-mêmes tels qu'ils sont prononcés, mais je suis très accroché à l'idée de l'or ronde, parce que la question même de ce à quoi on est identifié dans ce que décrit Lacan, moi ne me parle pas forcément, mais bon, discours humain, discours hystérique, c'est la manière dont c'est formulé peut-être. Mais par contre, on comprend très bien l'importance de ça, notamment dans la formation, et de bien montrer qu'effectivement, cette question du décalage de la position est vraiment importante. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez le croisement que je fais avec l'Anteri Laura, mais moi j'avais plutôt l'impression que, comme quand on parle de la réticence, la question de la place à laquelle on se trouve et pourquoi quelqu'un ne veut pas nous parler, toujours importante. Quelqu'un ne veut pas vous parler, un certain nombre de raisons qui ne sont pas toujours liées à la représentation médicale, en tout cas de ce silence. Voilà, donc la question de ce à quoi on s'identifie, et finalement comment on peut s'identifier comme médecin et comme psychanalyste. Moi j'ai l'impression que vous vous décalez, souvent vous décalez des psychanalystes, vous décalez peut-être de la position du médecin classique. Mais moi j'ai l'impression que si on peut parler de tout ça ici, c'est parce que il y a une certaine culture effectivement de l'hétérogène qui se développe dans ce séminaire, et puis par ailleurs que vous portez à travers, parce que si on relit vos articles, vous parlez d'un certain nombre de choses avec un bagage important. Donc comment vous formez les jeunes? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites lisez autant de livres que moi, vous savez rien, vous les jeunes d'aujourd'hui. Comment vous faites? Parce que c'est vrai qu'on peut buter là-dessus, c'est-à-dire comment on décale sa position dans un monde qui tend à tout médicaliser ou tout simplifier, tout rationaliser, on pourrait dire. Oui. Il n'y a pas de réponse générale. Oui. Alors c'est vrai que moi je leur dis souvent, c'est d'abord une rencontre humaine, et puis on va peut-être se poser la question du diagnostic et des médicaments, mais il faut d'abord qu'il y ait une rencontre humaine. Ça c'est vrai que c'est un truc que je dis, c'est une des rares phrases que je dis à tous les internes. Mais alors, pour rejoindre un peu vos 2 questions, c'est clair que enfin, moi aussi je fais de la psychoéducation, hein. Enfin, je veux dire, le patient qui revient pour la 6e fois parce qu'il arrête pour la 6e fois son traitement, je lui dis allez, ce serait quand même bien maintenant qu'on essaye d'éviter, vous n'aimez pas venir à l'hôpital, c'est chaque fois la police qui vous ramène, on va peut-être essayer cette fois-ci de ne pas arrêter. Donc on fait ça, mais le tout c'est de pas savoir, le tout c'est de savoir que ça risque de ne pas être efficace, hein, voilà. Et qu'il ne faut pas se limiter à ça, oui. Et qu'il faut que ça peut être plus efficace si entre-temps on écoute aussi la personne sur sa vie, sur ses désirs, sur ses intentions, qu'on essaie de comprendre pourquoi elle ne veut absolument pas. Voilà, peut-être elle a des bonnes raisons, elle prend chaque fois 10 kilos, elle n'a pas de libido, enfin tous les effets secondaires qu'on connaît de nos médicaments. Donc c'est ça aussi. Je pense que le rôle du psychiatre, et aussi au sein de son équipe, c'est qu'il y ait une pluralité de discours. Voilà. Alors c'est vrai que les discours de Lacan m'intéressent parce que je n'ai pas trouvé d'autres qui apportent ces questions-là. Et parce que je pense que quand même, moi je ne suis pas psychanalyste, mais Lacan est quand même des grands penseurs, à mon avis, de la psychose et de ces questions-là.
Ça me semble. Après, maintenant, il me semble qu'il y a plus beaucoup de gens qui ont autant réfléchi à la question du langage, du discours et de la psychose. Mais donc ça, je pense que voilà, notre rôle, que ce soit comme psychiatre d'un service ou vis-à-vis des jeunes, c'est de leur apprendre ça, qu'il faut une pluralité de positions, une pluralité de discours. Et parce que si on n'est que dans un discours d'éducation, alors chaque fois on râle, quand le patient ne fait pas ce qu'on souhaite, quitte à larguer le patient en disant c'est un mauvais patient, de toute façon il ne m'écoute pas. C'est quand même pas ça, sur la leçon. Benjamin Veil. Voilà. Julio voulait parler, Non. levez la main. Ah oui, alors après je laisse la salle virtuelle. Peut-être une question de la salle virtuelle avant. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? On voit Julio Guillen là, qui... Julio, non, je sais pas s'il y a un moyen de lever la main. Il a levé la main, Il a levé la main. Julio, on t'écoute. Putain, je passe. Quelle discipline? Oui. On t'écoute, Julio. Oui, vous m'écoutez? Oui. Oui, donc bon, merci pour cette conférence si dense. Il y aurait plein de choses à dire, mais parce que surtout en finissant par le discours, etc., c'est assez complexe. Mais quelques réactions. D'abord, reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous venez de dire par rapport à un patient qui serait, je ne sais pas si réfractaire ou difficile, etc. Mais vous avez dit qu'après la 6e fois, disons, où on le rencontre, c'est difficile. Donc je crois qu'il y a cette séquence et que vous parlez peut-être dans votre propre nom, et pas au nom de la science. Disons, ça c'est pour revenir au discours de la science. Disons, c'est très différent de cette présence clinique. C'est un patient avec qui vous connaissez, avec qui vous avez parlé, et à qui vous adressez quelque chose que... Vous m'écoutez, si? Oui. Si, nous oui, parce qu'on est devant l'ordinateur, mais j'essaye de mettre un micro. Xavier, on enregistre. Donc, voilà, c'est cette question déjà de... Bon, je reviendrai à la fin pour parler peut-être du discours universitaire, mais je voulais aussi dire, il me semble, quand vous avez commencé, que cette question qui s'est posée tout au début et qui ne cesse pas de se poser sur la réalité et l'imaginaire. Vous êtes revenu, je crois que la psychanalyse, Freud déjà avec la question de la réalité psychique, mais Lacan surtout avec ses développements, disons, il va témoigner de l'insuffisance, je dirais, au niveau épistémologique pour la clinique de ces deux catégories comme opposées, réalité et imaginaire. Donc, il va s'agir surtout de trois, avec les symboliques et bien distinguer, après ça va aller jusqu'à un séminaire et récit. Donc, cette question qui m'essaie d'inciter, vous avez dit, disons, la perception transformée de la réalité des bases, ou la perturbation fondamentale, en l'associant aussi à l'automatisme mental qui peut très vite glisser à quelque chose de neuronal. Donc on cherche toujours ça, et il y avait une petite lueur d'espoir, je crois, quand vous avez mentionné la définition du DSM-5, quand on disait des croyances fixées, mais ça, je dirais, déraille un peu à la fin, parce qu'il dit imperméable à quelque chose qui était l'évidence conflictuelle, le conflicting evidence, non? Donc j'aurais eu plus d'espoir si cette fixation, cette fixité aurait mis un rapport avec quelque chose de l'ordre de la non-dialectisation. Ne rentre pas dans une dialectique, mais on reste dans les discours. Ne se rend pas à l'évidence. Donc, parce qu'on ne cesse pas d'entraîner cette question de est-ce que c'est réel ou imaginaire. Je crois que ces deux catégories démontrent leur insuffisance. La dernière chose, peut-être pour poser la question, après une petite remarque. C'est intéressant que vous avez mentionné la question d'énonciation avec la citation de l'étourdie de ce qu'on veut dire. Mais en général, il y a aussi toute cette première partie de Lacan qui est le graphe du désir, etc., où il travaille énormément Jacobson, qui permet aussi de penser les choses en termes de différences énonciations, etc. Ça, c'était une remarque. Ma question, est-ce que vous croyez que les discours, autant de la psychiatrie, je dis comme appartenant à la médecine, que de la psychologie,
ne se fonde pas sur, n'ont pas nécessité de se fonder sur un discours tant qu'on puisse les isoler, hein, je le dis. Mais un discours universitaire, et je ne sais pas si vous avez la diapo avec les discours, vous pourrez, je ne sais pas si vous voyez les diapos là, sur place. Il faudrait revenir dans votre exposition. Allez. On nous demande beaucoup de choses techniquement. Moi, je suis assez révolté, Julio. Vas-y. On te met à l'épreuve. Oui, voilà, c'est bon là. Et dans les discours universitaires, ce qu'on voit de certaine façon, que vous avez repris, la S2, comme savoir acéphale, disons là, tu as laissé la petite main là qui cache le discours. Qui cache le discours, c'est dommage. Donc, l'S2 qui est la position d'agent, c'est un savoir acéphale. C'est pour ça que je vous disais que je trouve intéressant de votre remarque et aussi que vous ayez commencé par le petit qui je trouve que c'est très intéressant. Mais CS2, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'il produit, disons, le produit LS barré, qu'il produit quelque chose du malaise dans la civilisation? C'est-à-dire que c'est l'effet que tout ça peut avoir, disons, avec les discours ambiants, hein, disons aussi ces discours qui peuvent être compris par toutes les techniques éducatives. Ne laisse pas que cette place, ils ont finalement produit à cet esparé, mais qui représente quelque chose de cette espèce de malaise, pour le mettre en termes freudiens, pas simplement du patient qui consulte, qui est soumis au niveau universitaire, mais plus général de l'impossibilité de sortir de cette espèce de position d'objet produisant cette impuissance. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, disons, ça m'interroge le discours universitaire comme base de tout ce qui serait un savoir et qui provoque ce malaise dans la structure. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vous avez dit. Je pense que c'était très, très juste et très clair. Donc je vous rejoins tout à fait. Oui, voilà, un discours qui serait que universitaire avec l'aspect administratif, bureaucratique que ça implique. Effectivement, on provoque doit être tout à fait pathologique pour les hommes et pour la société d'une manière générale. Oui, je vous rejoins tout à fait sur ce point-là, en tout cas. Aussi revenir sur ce que vous avez dit. Je trouvais très éclairant votre exemple de ces moments où vous dites aux patients, disons les patients qui revient, écoutez monsieur, disons pour un autre âge, je ne sais pas quoi, pas comme ça. Disons que c'est très différent de dire c'est pour votre bien, ou la science, disons, ces médicaments ne marchent pas comme ça, si vous avez, je ne sais pas, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans la clinique, tandis que le médicament, on va travailler avec Benjamin, etc., je sais qu'on peut travailler ensemble, les médicaments peuvent avoir un sens, pas en tant que tel, mais dans un discours, où il y a quelqu'un qui se pose comme agent d'une parole. Vous dites, écoutez, monsieur Antel, ça ne marche pas comme ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il est votre difficulté que dire, vous voyez les prospectus, la science dit que c'est pour les 3 semaines. Oui, mais c'était ça le sens de ma remarque. Je pense qu'on est tous parfois dans le discours du maître ou dans le discours universitaire et dans une institution, on est souvent dans le discours hystérique aussi à se plaindre de tout ce qui ne marche pas. Mais voilà, ce qui est important, voilà, je me répète, mais c'est de ne pas se limiter à l'un ou l'autre discours et de savoir, de savoir aussi l'impuissance de chaque discours. Voilà. Et que tenir un discours, à un moment donné, va montrer son impuissance et que donc on doit pouvoir être assez souple que de pouvoir avoir une pluralité de discours. Chaque discours étant insatisfaisant et voilà. Ouais. Je passe la parole à Benjamin Veil, encore après une ou deux questions. Ouais. Merci, c'était vraiment passionnant et pour avoir fait l'introduction et donc avoir, comme souvent, pas vraiment l'espoir qu'on réponde à la question que je pose, pour une fois, vous y avez un peu répondu. Et la question que posait Xavier, à savoir, et du coup, après tout ça, qu'est-ce qu'on dit à nos étudiants? Parce
que c'est vrai que c'est très dense, et on a l'impression que s'il faut savoir tout ça, être capable d'une telle instabilité aussi, pour être psychiatre, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on va l'expliquer à nos étudiants et comment est-ce qu'on va leur faire avaler cette pilule-là. Et en fait, quand j'espérais dans mon introduction que vous puissiez détendre nos étudiants, je pense que dire à quel point le délire est une entité instable, très difficile à saisir, et qu'au fond on ne sait pas, et puis montrer à quel point on peut jouer avec cette manière de ne pas savoir, je pense que déjà c'est d'une richesse folle, et c'est une très grande aide, et je pense que moi j'aurais été très heureux de l'entendre, et que je serais venu en sifflant au travail le lendemain, en me disant que de toute façon, manifestement, même les gens de WeFace n'en savent pas tellement plus que moi, et ne savent pas très bien si c'est du délire ou si c'en est pas. Très bien, je continue. Voilà, bon, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on est ici dans un endroit, la SM13, que je découvre depuis quelques années maintenant, et qui fait très attention à une chose, et je crois que vous en parliez, pas dans les mêmes termes évidemment, et c'est la question que je vous pose, qui fait très attention au cadre de ces soins, et qui fait très attention à la contenance, et à l'endroit où ça se passe, et éventuellement même, alors il n'y a pas qu'à la SM13 que ça se passe comme ça, mais disons qu'ici c'est vraiment une modalité de travail très répandue, et tous les infirmiers, les aides-soignants, tout le monde est bien au courant que l'endroit où ça se passe fait que ça peut se passer différemment si on peut modifier l'endroit où ça se passe. Si moi je travaille donc à la polyclinique, un service qui a des espaces très différents, tout le monde sait qu'un patient très maniaque, du côté très ouvert où il y a 30 lits qui est ouvert sur la rue, va être très excité et très symptomatique, et que probablement mieux vaut-il l'amener dans le petit service qui est fermé, mais qui est surtout petit, plus bas de plafond, avec moins de gens. Et est-ce que c'est, parce qu'on n'a pas tellement parlé de thérapeutique, vous l'évoquez un tout petit peu à la fin, on voit que c'est la prochaine étape, hein, le prochain bouquin, je ne sais pas, mais est-ce que c'est se soucier de l'énonciation et de la, je ne sais plus exactement comme vous le disiez, mais je ne vais pas faire comme Rulio à vous faire revenir sur vos diapositives, est-ce que c'est une des voies thérapeutiques qu'on entend dans la question de l'énonciation? Est-ce que la question de la contenance, par exemple, est une affaire d'énonciation? Enfin, voilà, vous avez compris ma question, j'espère. Oui, bien sûr que c'est une question d'énonciation, hein, puisque effectivement, le contexte dans lequel les choses se disent, le contexte dans lequel les choses se font, fait partie du cadre énonciatif. Alors, chez nous, les internes, ils font de l'équipe mobile, ils font de l'hospitalier, ils font des consultations, donc ils essayent de voir les cadres différents. Ils sont bien sûr invités aux réunions communautaires avec les patients pour voir effectivement parfois le même patient dans des cadres tout à fait différents et avec effectivement des phénomènes cliniques qui peuvent être très très différents d'un cadre à l'autre. Voilà une des manières d'un petit peu leur apprendre que les choses, voilà, qu'il ne faut pas simplement voir le patient à l'hôpital, dans un bureau, en face à face, etc. Mais que voir le patient dans un autre contexte peut effectivement tout à fait changer la vision clinique qu'on a du patient. Juste parce qu'on parle un peu boutique, la question des termes eux-mêmes et de la manière dont ils sont employés, de toute façon, va aussi avoir à voir avec son positionnement. Je faisais un peu l'imbécile quand je parlais de transmission de lecture et de ce qu'on disait justement quand on transmettait un savoir qui malgré tout, par son décalage, a une certaine complexité. C'est-à-dire ces décalages permanents finalement font naître de la complexité. Donc pour ne pas perdre pied quand on est jeune, on a besoin effectivement de réponses, on a besoin soi-même de tenir ces identifications, puisque c'est comme ça que les choses ont été discutées ce soir.
Et donc la question effectivement du cadre et la question de contenance. Oury détestait le terme de contenant, il disait on met tout et n'importe quoi derrière ce terme. Et finalement la question, c'est Bion, je pense que c'est les termes qui viennent de Bion, de la psychanalyse anglo-saxonne, et que les contenants de pensée, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir avec des murs d'un hôpital. Bon, pour le coup, je pense qu'on cherche des termes en psychiatrie, et la SM13 a une production comme d'autres, je dirais d'autres lieux, je pense voilà, un certain nombre de gens qui ont été des précurseurs justement des alliances entre ce que sont les soins en psychiatrie et les courants de pensée qu'on peut utiliser pour trouver des termes pour soigner, pour se parler des soins et pour transmettre. Et dans ces termes-là, il y a des termes de la psychanalyse, des termes qui vont être employés. Enfin, en France, c'est beaucoup de termes de la psychanalyse. C'est intéressant d'ailleurs de voir si en Belgique, en Suisse, en Angleterre, il y a, je sais pas, plus de phénoménologie, vu que les courants phénoménologiques étaient plus puissants. Donc en Allemagne, ce serait intéressant de voir comment justement, moi j'aime bien ça, cette question du langage de la psychiatrie. Parce qu'on disait qu'effectivement la psychiatrie, elle est nourrie d'un certain nombre de savoirs. Finalement, par exemple, la position asilaire, ça c'est une position sociologique. On dit que vous êtes dans une position asilaire. Des choses qu'on entend dans des réunions. Donc, ces termes qui viennent infiltrer le langage de la psychiatrie, moi je trouve ça toujours très intéressant. Maintenant, effectivement, il faut faire attention à ce qu'on ne s'identifie pas aux psychanalystes, qu'on ne s'identifie pas. Moi, je trouve ça très très bien, la question des identifications, je ne critique absolument pas la question des quatre discours en eux-mêmes, c'est plutôt que je ne m'identifie pas bien aux positions qui sont décrites. Je crois que c'est une question c'est peut-être un peu daté, c'est peut-être tout. Bon, pour moi. Bon. Maintenant, le fait est que, ah oui, Lacan, dernier grand penseur de la psychose, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que cette question de la linguistique, de la psychiatrie, du structuralisme, c'est vrai que ça permet de parler justement à d'autres que les psychiatres. Et c'est sortir les disciplines et les patients de ce fait-là de notre champ. Et donc c'est peut-être, moi je crois, cette espèce d'universalisation que ça permet, qui est dans le fond profondément structurante. Maintenant, la question des grands penseurs de la psychose, évidemment que je ne suis pas d'accord. Évidemment. Mais c'est comme ça. Il faut une maison. Ah bon. On en parle après, tout ça. Il y avait une question encore. Une question dans la salle, et après on devra conclure. Ah, oui. 15 secondes. Ah bah non, bon, par exemple, contraire, bien sûr. L'histoire de la non-compréhension, ça c'est quand même des pages. Dans le séminaire 3, que moi je refile chaque année aux nouveaux internats, qu'on peut soigner les gens, que ça ne commence pas par une idée de compréhension, ça c'est quand même une leçon qui reste importante pour tous les assistants. Chaque année, je scanne ces pages-là sur la non-compréhension. Ça c'est quand même une règle. Et c'est un choc pour les internes. Qu'il ne s'agit pas de comprendre le sens de ce qui se passe, et qu'on peut écouter les gens sans être dans une volonté d'explication, de compréhension. Voilà. Je ferai comme ça, moi aussi, je les photocopierai pour les internes. Excellent. Une question? Toutes ces discussions me fait penser une question. Je ne suis pas lacanien, je ne connais pas beaucoup, mais enfin, comment on peut se situer le lien social entre le discours du sujet et la relation à l'objet, qui peut être aussi peut-être un rapprochement des langages de deux institutions, d'une façon on peut comprendre plus globalement. Lien social et lien d'objet, relation d'objet et lien social. Oui, mais je ne qualifie pas le lien social avec la relation d'objet. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Différencier relation sociale et lien... La relation à l'objet à ce côté, le lien social est là, le discours du sujet est ici. Enfin... Comme le schéma. Ouais. C'est vraiment une question très très compliquée. Oui, je sais, mais c'était juste une question. Parce que l'objet dont il s'agit, c'est l'objet petit a, qui est quand même l'objet du désir, enfin de la jouissance. C'est pas un objet qu'on puisse prendre en main, quoi. C'est pas un objet. Alors c'est le plus de jouir, qui effectivement c'est une référence à Marx, etc. Donc il y a des liens à faire, mais ça nous amènerait vraiment
très loin. Bien après 8h30. Ouais, bien après 8h30. Voilà, son premier discours, c'est le discours du maître, avec toute la problématique chez Hegel du maître et de l'esclave, et alors à partir de là, il y a naturellement le discours de l'hystérie qui est quand même, entre autres, ce qu'il retrouvait dans sa pratique de psychanalyste. Et puis voilà, il a comme ça élaboré 4 discours, enfin 3 discours établis, et puis il positionne le discours du psychanalyste par rapport aux 3 autres. Dans une position autre, et voilà, donc voilà, ça ne répond pas du tout à votre question, mais ça mènerait vraiment beaucoup trop loin. C'est très clair là-dedans. Voilà. Lisez le livre. Je savais qu'il le dirait à un moment. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle virtuelle, dans la salle... Ah bah oui, il y a Clément Fromentin. Non, c'est une question quand même. Peut-être pour la salle virtuelle. Vous dites quand même qu'il n'y a pas de structure psychique, donc on ne fait pas de distinguo névrose psychose. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a un délire du moi, alors on va l'appeler comme ça, et un délire de la psychose, de la schizophrénie par exemple, qui a ses spécificités, quand même, qui n'est pas la même chose. Parce qu'on revient quand même sur cette constatation de Lacan. Tout le monde délire. Mais alors le fait pathologique de la psychose en lui-même, où est-ce qu'on pourrait le caractériser? Sur les questions compliquées. Ouais, les questions de 20h28. Mon propos, ce serait effectivement de dire qu'il n'y a rien qui distingue qualitativement névrose et psychose. Hein. C'est vraiment ça le propos. Voilà, contrairement à Jaspers, je ne pense pas qu'il y ait un délire primaire qui serait propre à la schizophrénie, et puis un délire secondaire qui se rapprocherait des croyances, des superstitions, des croyances religieuses. Je pense pas qu'on puisse distinguer l'un de l'autre. Entre le délire de Schroeder et le délire du moi qu'on a tous dans sa tête, il y a des différences quand même d'essence ou de structure. De structure, je dirais pas. Il y a des différences dans la place que la pensée prend. Chez Schroeder, effectivement, on voit qu'à un moment donné, ça envahit tout. Hein. Mais pour reprendre ce que vous disiez là tantôt, c'est vrai que quand on a des insomnies, parfois on a quand même des drôles d'idées, on est quand même content de se réveiller le matin, de pouvoir discuter avec sa femme et ses enfants, ça permet de remettre un peu les idées en place. Hein. Et donc c'est là on est tous délires, c'est que parfois dans les insomnies, on rumine des trucs, on perd un peu la logique et on perd un peu le rapport à la réalité des choses, hein, et que c'est le contact avec les autres qui permet de retrouver, de remettre un peu les pieds sur terre, quoi. Merci beaucoup à tous, c'était vraiment une très très bonne séance. Merci Jean-Louis Feiss pour venue intervention. Et puis merci à vous tous d'avoir discuté ou en tout cas participé à cette discussion. On a un pouce dans la salle. Ça c'est cool les pouces. Merci. Et des applaudissements. Ouais. Donc la prochaine séance, 4 mars. Jeudi 4 mars, Camille Habitant, qui est donc un phénoménologue, un vrai. Un phénoménologue, un vrai, enfin, parce que Jean-Louis Feiss est venu de Belgique pour nous parler de psychanalyse, c'était pas prévu, mais c'était très très bien, et vraiment très très bien, et il faut effectivement qu'on puisse continuer comme ça, en tout cas en discutant bien de chaque objet, et d'avoir des objets cliniques, c'est vraiment passionnant, parce que les descriptions d'épistémologie pure, je suis pas sûr que ça soit tous notre tasse de thé, c'est pas que la majeure partie sommes des cliniciens, mais en même temps, il nous faut quand même rappeler que de temps en temps, d'avoir des gens qui connaissent bien les choses, c'est très important. Donc Thibaut Assolde, quel jour? Jeudi prochain, sur la mélancolie. D'accord, je pensais que c'était d'accord. Et donc séminaire d'histoire et structure de la sémiologie, t'as la date? Le 11, d'accord, semaine prochaine. 11 février, et donc 4 mars, Camille Habitant, donc phénoménologie, qui nous fera... il a écrit un livre sur les différents courants de psychiatrie phénoménologique,
Et donc c'est important, sur la question épistémologique, qu'on puisse parler de phénoménologie. Voilà, on expliquera pourquoi la prochaine fois, vous en saurez plus. Merci à tous. Au revoir.